rapport à mon ratio quand je perds, tu vois. Et parfois, j'entends, alors c'est pas mon lexique, donc si là-dessus, sur les termes swing, je suis pas juste et parfait, je vous prierai d'être indulgent. C'est souvent, en fait, normalement, quelqu'un qui va faire ce type de strat en termes de money management. Souvent, en fait, il peut avoir des pertes qui vont être des pertes qui vont être petites. Et puis, d'un seul coup, ils ont censé avoir un trade grand qui va être plus important en termes de nominal que la perte, en fait. Donc, souvent, je veux dire, il y a des gens, ils se mettent un petit stop court. Et puis, normalement, leur gain, il doit être plus important, tu vois, en nominal qu'une perte. Et donc, ils se disent, même si j'ai une paume, deux paumes, trois paumes, dès que j'ai mon gros gain, donc en tout cas, dès que j'ai mon gain, tout ça, ça va largement, va dire, rentabiliser mes petites pertes. Et souvent, ce que je leur montre, je leur fais souvent un comparatif avec le scalp. Donc, le scalping, déjà, le concept du scalping, hein, c'est juste le mot scalping, c'est couper. Donc, c'est l'idée, je rentre dans le marché, je fais des entrées-sorties rapides. Moi, j'adosse un autre terme au mot scalping, c'est le mot contrarien. Le mot contrarien, et souvent les gens, ils le comprennent pas trop, parce qu'ils pensent que contrarien, ça veut dire contre-tendance, pas du tout. Contrarien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de mon côté, dès qu'il y a un mouvement qui part, je joue, en tout cas, ou je trade contre ce mouvement qui est en train de partir. Donc contrarien, c'est quelque chose où je joue contre quelque chose qui est en train de se passer. Donc c'est un petit peu, comme il y a un petit swing qui est en train de partir, parfois, quelqu'un va essayer de se mettre dans le sens de cette tendance, potentiellement, ou de ce mouvement. On va pas dire forcément tendance, parce qu'on va dire que le swing, après, on peut faire du swing à court terme, à moyen terme. Moi, de mon côté, quand je vais faire du scalp, eh ben, si un mouvement il est en train de monter, je vais vendre. Titre d'exemple. Potentiellement, moi, quand je perds, ma perte latente, elle est beaucoup plus importante que quand j'ai un gain potentiel. Donc, en fait, les gens, là-dessus, ils comprennent pas. Ils se disent, mais attends, quand tu gagnes petit, et quand tu te fais douiller, putain, t'es en train de te faire douiller grave, tu vois. Donc, en fait, moi, mon money management, il ressemble à ça. Et quand je me fais prendre dans des trades, je vais avoir des pertes latentes qui sont beaucoup plus importantes que quand je gagne. Et forcément, la chose, c'est ce que j'applique. Et la question, c'est que, quelle est l'idée, c'est forcément que j'ai un taux qui soit supérieur à 0, donc que je sois rentable et que je sois gagnant. Ça, c'est un modèle théorique, c'est la théorie. Et forcément, que ce soit le swinger ou le scalper, il a la théorie, et ensuite la théorie, il la met en pratique. Moi, quand je la mets en pratique, je me rends compte que ce que je fais, c'est largement supérieur à 0. Ok? Donc déjà, dès le départ, il faut que les gens s'enlèvent le côté « Ah, il n'y a que le modèle de swing en termes de rendement, gain-risque qui est intuitif ou qui est logique, parce que quelque chose qui n'est pas forcément intuitif ne va pas vouloir dire que c'est illogique. » Et je vais donner un exemple. Un modèle de scalping, c'est exactement le même modèle qu'un modèle des assurances. Les assurances, toi, tu es assuré à la Maïf pour ta voiture. L'assurance, qu'est-ce qu'elle encaisse? Elle encaisse toutes tes primes, d'accord? 100 balles, 200 balles pour ta voiture. Et un jour, donc ça veut dire que c'est plus, elle encaisse 100 balles, 100 balles, et puis d'un seul coup, t'as quoi, toi? T'as un accident, et elle va payer 10 000 balles les frais de la réparation de la voiture. Là, tu pourrais dire, mais putain, mais elle paye 10 000 balles alors qu'elle encaisse que des 100. Et pourquoi son modèle des assurances, il va être rentable? Parce que ça va être la fréquence des plus que tu compares à la fréquence des moins. Donc en fait, déjà l'idée, moi, je suis dans un modèle d'assurance, c'est que mon modèle de scalping, quand je gagne beaucoup plus petit que la perte latente que je me mets à disposition. Ça, c'est le point numéro 1. Et ensuite, forcément, tu le mets en application et tu te rends compte si ton modèle, il est tenable ou si il tient pas la route. Ok? Donc ça, j'adosse ce modèle de risque au scalping. Et ensuite, par rapport à ça, qu'est-ce qui me permet, moi, de mon côté, de rentrer là, tu sais, sur les points vendeurs quand il y a une montée? Eh ben, c'est là où j'intègre mon carnet d'ordre. Mon carnet d'ordre va me permettre, moi, d'estimer visuellement quand il y a un point de friction, un point d'essoufflement de l'acheteur. Donc, on reste sur cet élément-là. L'acheteur monte, ça s'arrête. À un moment donné, moi, je vais essayer d'estimer visuellement au carnet quand est-ce que la force acheteuse, elle est en train finalement de s'estomper, de perdre de la puissance. Et à contrario, quand est-ce que la main vendeuse, vu que moi je rentre vendeur, quand est-ce que la main vendeuse, j'estime, et c'est que de l'estimation visuelle, que celle-ci, elle est en train de prendre la main
face à la force de la main acheteuse. Voilà un petit peu ce que je vais faire. Donc, j'ai mon modèle de risque qui est pour plein de personnes contre-intuitif parce que wow, ils vont voir des grosses pertes latentes et à un moment donné, quand je gagne petit. Oui, mais si je gagne plein de fois petit, peut-être que ça va couvrir mes journées perdantes et c'est le cas. Donc ça, c'est le modèle de risque, en tout cas ton money management. Et 2, maintenant, j'adosse mon outil qui va me permettre visuellement de voir. Je suis jamais sûr à 100%. Mais d'estimer visuellement, tiens, j'ai l'impression que la main acheteuse est en train de s'essouffler et que la main vendeuse est en train de prendre la main. Donc de prendre l'avantage. Donc là, en fait, si je reprends une session comme hier, est-ce que là, visuellement, c'est assez quali? Est-ce qu'on voit quand même mon carnet ou pas? Oh non, nickel, impeccable. Ok, super. Donc là, ici, à titre d'exemple, le marché, là, il est en train de démarrer. Ok, il est en train de démarrer. La première chose que je fais, vu que tu m'as dit qu'on parle setup, on va tout de suite rentrer setup. Comment je conditionne ma journée? Je conditionne ma journée déjà en regardant mon graphique. Donc en fait, je ne suis pas un puriste carnet d'ordre parce qu'en fait, j'ai toujours mon graphique en 5 minutes ici. Et pourquoi j'ai mon graphique en 5 minutes? Parce qu'en fait, ça me permet, de me situer, de savoir un peu où j'en suis par rapport aux dernières heures. Mais l'indicateur principal que je regarde sur ces bougies en 5 minutes, c'est ma volatilité. C'est-à-dire comment bouge le marché. Si je te reprends mon paint là, je vais... Comment je vais faire pour le revenir? Fichier nouveau, j'imagine. Parfait. Enregistrer, ne pas enregistrer. OK. Ici, on part d'un point A. On en arrive à un point B. Bref, c'est pas grave. On arrive à un point A, un point B. Hop, je reprends ça et je reprends ça. Moi, l'important, et c'est bougie en 5 minutes, c'est de savoir comment on est allé du point A au point B. Et comment on va y aller. Si on y va de manière un peu rectiligne comme ça, c'est quelque chose où le mouvement, ça va être des mouvements de tendance. Et donc, ça va être des mouvements qui vont être faits sans volatilité, sans effet d'acheteur et de vendeur. Si je prends le point A et le point B et qu'on est en train de monter comme ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend et des choses comme ça, on aura été, si je compare par rapport au premier mouvement, on aura été de A à B. Finalement, on a été au même point. A et B, ici, il y a la même distance et la même temporalité. Sauf que moi, ce qui est important, c'est comment j'y vais. Est-ce que j'y vais de manière un peu rectiligne ou est-ce que j'y vais avec de la volatilité? Si on y va avec de la volatilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais que dans le marché, il y a des acheteurs et des vendeurs. Ça veut dire que moi, en contrarien, je sais qu'après des montées, si j'estime bien au carnet quand est-ce qu'à un moment donné, ça va s'essouffler, eh ben, je sais que, vu que dans un passé proche, il y avait et des acheteurs et des vendeurs, je pars du principe que les acheteurs et les vendeurs vont de nouveau être présents et qu'en gros, il n'y aura pas une main qui sera toute seule. Ici, quand je reviens et qu'on démarre à 15h30, d'accord? On est ici à 15h30, avant que ça baisse avec la mèche. Je regarde un petit peu derrière et je dis au fait, entre A et B, comment se font les mouvements? Je remarque quoi? Qu'en fait, il y a des acheteurs, petits vendeurs. Il y a des acheteurs, des gros vendeurs. Des acheteurs, des gros vendeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de volatilité, pour moi, il y a les deux contreparties qui sont là pendant ma session de trading. Ça veut dire que ça va être propice pour faire du contrarien. Si je vois des marchés qui montent, qui font que monter sans effet un petit peu retour, et là je me dis merde, c'est pas du tout un marché qui est propice au scalping, ou je trade pas, ou je fais très attention parce que c'est pas propice au contrarien. Donc mon graphique 5 minutes me dit, est-ce que l'environnement est bon pour ton scalping ou est-ce que l'environnement n'est pas bon? À partir du moment où je détermine qu'il y a et des acheteurs et des vendeurs, ok, maintenant je vais agir de manière contrarienne. Ça veut dire quoi? C'est que à chaque fois que ça va descendre, je vais essayer d'estimer au carnet quand est-ce que, donc forcément vu que je suis contrarien, ça veut dire qu'après une baisse, je vais rentrer à l'achat. Eh bien je vais essayer d'estimer quand est-ce que, à un moment donné, après une baisse, je vais le mettre au tout départ. Alors souvent,
tu me verras. Donc là, je pense que c'est, regarde, ça va être, non, il est 27. Il est 27 en haut. Il y a l'ouverture américaine qui va se passer dans 20 secondes. Souvent, j'attends 2 minutes que le marché se fasse un petit peu en termes de volatilité. Souvent, tu sais, à cette heure-ci, à 15h30, tu as le cash qui ouvre, tu as tous les ordres qui passent, donc tu peux avoir des excès de vol. Donc j'attends, moi, pendant 2 minutes que le marché se fasse. Donc là, il est 15h30, j'attends. Il est 31. Et OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Regarde. On va attendre 30 secondes. Le marché, là, il compresse en volatilité. Et là, moi, je vais essayer maintenant visuellement de voir après une montée quand est-ce que ça va essayer de redescendre ou après une descente quand est-ce que ça va remonter. Et là, ça voudra dire que visuellement, j'ai visualisé au carnet une main qui est en train de prendre l'avantage sur l'autre. Et ça, je peux le voir qu'au carnet, ça. Donc regarde, dans 9 secondes, le marché américain, il va ouvrir. Il va partir dans un sens. Moi, j'attends toujours, comme aux échecs, que le marché joue la première main. Tu vois? Donc là, c'est en train de descendre. Ok, comme ça descend, c'est quoi ma logique? C'est de rentrer à l'achat après une descente. C'est descendu ici. Et j'ai vu qu'à 60, le marché, il est remonté. Alors ça, quand ça descend et ça remonte à 60, quelqu'un il pourra me dire « Ah, mais tu l'as vu au carnet aussi. Pardon, tu l'as vu au graphique. » Effectivement, après coup, quand tu as une notion de mèche comme ça, forcément, ça veut dire qu'après une descente, c'est remonté rapide. Sauf que moi, j'essaie ça de le visualiser en direct sur le carnet. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue purement philosophique, en fait? D'un point de vue purement philosophique, c'est ça descend, ça descend, ça descend. D'un seul coup, de manière violente, ça remonte. Ça veut dire qu'après une main vendeuse, il y a un acheteur qui s'est repositionné et qui a été plus fort que le vendeur, vu que le marché, il ne s'est pas simplement arrêté. Parce que quand un marché, après une descente, il s'arrête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vendeur est en train de s'essouffler. Quand le marché est en train de remonter, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, le vendeur est en train de s'essouffler, plus l'acheteur est en train de reprendre la main. Donc en fait, il y a un double effet. Et comme il y a ce double effet, j'essaie moi, visuellement au carnet, d'aller le plus vite possible pour visualiser cet effet. Et je me rends compte que dans la journée, en fait, ces mouvements contre mouvements, il y en a 20, 30, 40, 50 dans la journée. Et il y en a beaucoup plus que des mouvements, on va dire, un peu de tendance, où souvent les gens ils vont essayer de viser un mouvement de tendance dans la journée. Et il faut en plus qu'ils aient raison. C'est un petit peu comme si tu joues aux échecs, tu joues les blancs, et qu'à un moment donné, il faut que tu aies la bonne partie au départ, le bon sens du move. Moi, de mon côté, je m'en fous du sens du move. J'attends que le marché joue blanc. Donc ici, quand il y a eu l'ouverture américaine, là, le marché il a baissé. Le marché a fait son premier coup, mais il aurait pu faire l'autre coup, c'est-à-dire le marché aurait pu monter. Donc en fait, j'ai pas besoin d'avoir raison dès le départ. J'attends juste que le marché bouge avec une certaine volatilité. Ça, c'est le point 1. Et après, j'essaie de jouer de manière contrarienne, donc d'essayer de sentir quand le marché est en train de s'essouffler pour rentrer visuellement sur quelque chose où la main s'est inversée. Donc là, on continue sur hier. Donc hier, on est en live. Donc je le fais. J'ai coupé la voix parce que j'explique. Donc le marché, quand on est là, il est en train de se faire. Donc souvent, j'attends que pendant 1 minute, il se fasse. C'est pour ça que donc là, quand vous ne voyez pas le carnet, je regarde un peu le graphique, parce que parfois, je ne réactualise pas parce que je suis en train de faire autre chose. Donc là, je vais recentrer. Donc là, quand je n'ai pas trop vu ce qu'a fait le carnet, je recentre. Et le marché, là, par exemple, il est en train de remonter. Il est en train de remonter. Et qu'est-ce que je vais essayer de faire, moi? Quand le marché remonte, ma méthode, c'est quoi? Ça monte, je vais essayer de trouver un point vendeur. D'accord? Là, ça monte. Et donc, je vais essayer au carnet d'essayer de voir quand est-ce que le marché monte. Et quand est-ce que, quand ça monte, 1, il s'arrête. Mais 2, violemment, il se fait revendre, en fait. Et là, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire, après un achat, il y a eu un vendeur. Je vais essayer de me positionner avec ce vendeur. Donc, on continue. Le marché, il est monté. Vous voyez ma souris à 93,25. Le marché s'est arrêté à 93,25. Et là, il est redescendu. À 93,25, c'est quelque chose où, de manière contrarienne, donc, et d'un point de vue purement philosophique, on est monté à 93. Dans l'espace de 10 secondes, on est redescendu, on a fait 93,83. Je viens de visualiser quelque chose. Je viens de visualiser que le marché, sur un espace-temps court de 10 secondes, vient de faire 93,83.
Très bien. Je vais jouer le mimétisme. Je vais jouer le fait que sur ce balayage, si dans les 15, 20 ou 30 secondes, ce balayage de nouveau apparaît, eh ben, je vais rejouer cet effet balayage. Donc en fait, j'ai aucun biais sur est-ce que le marché va monter ou est-ce que le marché va descendre. Je joue un petit peu une notion de mécanique de marché. Et forcément ça, j'ai besoin du carnet pour affiner bien mes points d'entrée. Là, regardez, le marché il est remonté. Regardez ce qui vient de se passer. Je vous ai dit, on le remet pour que vous ayez en visuel et que vous le voyez bien. On était sur 93. Donc là, regardez, on refait exactement le mouvement. On se remet. Regardez, là, ça monte à 93, 94, 95. Ça s'est arrêté. Ça s'est juste arrêté. Et là, d'un seul coup, on a fait, regardez, là, on a fait 95 et on est redescendu, regardez, en l'espace de 15 secondes à 79. Donc en fait, 95, 79 en moins de 10 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 95, il y a un vendeur qui s'est positionné et qui a vendu fort. Très bien. Et bien maintenant, je sais qu'il y a un vendeur à 95. S'il revient ici, bah, je vais m'estimer dans un espace-temps de 10, 20, 30 secondes. Et ben, je vais estimer que le vendeur qui était là, et ben, d'un seul coup, il faut le remettre maintenant. Et donc là, regardez là ce qui se passe. Le marché revient. Il n'est pas allé pile à 95. Il a rebloqué à, regardez, 93. Et qu'est-ce qui se passe? Bam! Il se refait mettre dedans. J'avais bien estimé la vente. Et regardez là, qu'est-ce que je fais? J'essaie de me positionner à 93,25 parce que j'estime qu'ici, il y a un vendeur. Et ça va être un type de trade que je vais essayer de prendre. Donc là, regardez, j'ai mon ordre qui va être en attente. Et donc là, ça va être un point sur potentiellement où il y avait un gros vendeur, où le marché il est reparti. Donc ça, c'est un point, par exemple, que j'ai vu, sur lequel j'ai voulu prendre, mais malheureusement, que j'ai pas réussi à avoir. Ok, c'est pas grave, on passe à autre chose. Donc là, je vais essayer d'avancer, juste sur la session d'hier. Là, hop, le marché, il est remonté. Il est en train de remonter. Il est en train de remonter, donc comme d'hab, comme il remonte, je vais essayer de trouver un vendeur. Je regarde mon carnet et j'essaie d'estimer visuellement au carnet quand est-ce que le vendeur va reprendre la main sur l'acheteur. Ici, le marché il est en train de monter. J'ai mes repères visuels. Et à un moment donné, il faut que j'estime assez rapidement, pour pas être en retard sur le marché, quand est-ce que la force vendeuse va être plus forte que la force acheteuse. Là, pour l'instant, la force acheteuse, elle est encore là, présente. Ça monte. J'ai rien visualisé qui me permettait de dire que le vendeur, il était en train de prendre la main, en fait. Là, je commence à dire, peut-être qu'à 64, il y a un vendeur. Mais c'est pas suffisant. Ça, c'est mon estimation, c'est comment je perçois les carnets. Je dis très bien, le vendeur n'est pas assez costaud, j'y vais pas. Et à un moment donné, je vais devoir estimer quand est-ce que je pense que le vendeur est assez puissant pour que je commence à monter ma position. Là, je ne rentre pas en position parce que j'estime qu'il n'est pas encore assez fort. Je surveille un petit peu comme on va dire un animal dans la jungle, mais c'est un peu ça en fait. Hein. En tout cas, il y a une chose que je sais, c'est qu'au carnet, 65-25, le marché il a bloqué. Donc, l'acheteur s'est essoufflé. Maintenant, j'essaie de me dire, est-ce que, en plus que l'acheteur s'essouffle, est-ce que le vendeur va arriver et lui mettre une praline? Voilà ce que j'essaie de voir. Donc là, le marché monte, je dis, ok, il monte, mais il n'y a pas la praline du vendeur. Là, je surveille. Là, j'ai vu un pralinon, là. Là, j'ai vu un vendeur qui a dit, à 67, je décide de vendre. Ok. Et ben voilà, qu'est-ce que je fais? J'attends et je me positionne à 67. Je n'ai pas été exécuté. J'attends d'être exécuté là. Je suis exécuté. Le vendeur, il est effectivement de nouveau là. Et je suis déjà de sortie de position. Donc là, en fait, j'ai joué sur, comment on appelle ça? J'ai joué sur de la volatilité. J'ai pas du tout, moi, et en plus, je suis une brêle là-dessus, j'ai aucun... jamais je pense que le marché va monter, le marché va descendre avec une anticipation de move, de swing. Et en plus, quand je le fais, parfois ça m'arrive de faire un petit truc comme ça. Putain, tu veux dire qu'il faut absolument me shorter moi parce que je suis une brêle en swing. Moi, de mon côté,
j'essaie pas de voir les marchés avec un biais. Est-ce qu'il va monter? Est-ce qu'il va descendre? J'essaie de comprendre comment bouge le marché, donc un petit peu le rythme du marché, quel rythme il a, et pour essayer de comprendre en fonction de ce rythme-là, quels sont tous les petits scalps que je peux faire. Donc là, regardez, le marché, il remonte. J'ai déjà sorti ma position, d'accord? J'ai déjà fait 67, 64. Là, le marché remonte, et je dis, bah, ok, très bien, je suis contre à rien, le marché monte, je vais essayer de mettre des ventes. Ok. Quand est-ce que je vais voir une praline? La praline, c'est un vendeur qui va se positionner, et il faut que j'estime visuellement quand est-ce que le vendeur il va se positionner et est-ce qu'il est assez costaud. Là, j'estime qu'il y en a un assez costaud à 71, 75. Ok, je me positionne là et j'attends de me faire lever, donc que le marché revienne. Donc tu vois, j'attends. En fait, je vais attendre un trade que j'ai déjà vu. C'est pas, je suis jamais dans l'anticipation de dire, tiens, je rentre là, j'espère qu'il va se passer ça. Non, quand je rentre, ça s'est déjà passé. Et je joue le mimétisme, la réplication. Ici, là, par exemple, quand je rentre sur celui-là, je dis, ah, celui-là, par exemple, il n'était pas bon parce que l'acheteur, il était bien plus costaud que le vendeur. Donc celui-là, on voit ma souris où est-ce qu'elle est, à la différence de tout à l'heure. C'est-à-dire que celui-là, je sais que je suis en mode, non pas où je veux gagner, je suis en mode gestion de risque parce que dès le départ, j'ai visualisé au carnet que ce point-là, il s'est fait lever et que l'acheteur était bien plus costaud que le vendeur. Celui-là, je vais avoir une maîtrise, une gestion du risque qui va être totalement qui va être totalement différente du trade d'avant. Celui-là, je sais que c'est un mauvais point d'entrée et donc je vais essayer maintenant de perdre le moins possible ou à un moment donné, quand je visualise quelque chose au carnet, là, pim, sortir court. Et donc, tu me verras rentrer sur des points où je vais être opportuniste parce que mon point d'entrée, ma visualisation au carnet, elle était juste quand on est venu me lever. Et parfois, quand le marché est revenu me chercher sur un point, malheureusement, ici, le vendeur est intervenu. Pardon, je suis intervenu, mais le vendeur, il s'est fait largement lever, donc j'ai eu tort. Et celui-là, clac, je change mon money management. Et là, je me mets en mode gestion de risque. Donc, on va être en mode opportuniste. 2, on va être en mode gestion de risque. Et tout ça, tous ces visuels-là, c'est par rapport au carnet. Et j'explique souvent en fait que il y a énormément d'asymétrie entre cette lecture au carnet et tous ces points que je vais estimer visuellement bons et la pratique du poker. Parce qu'en fait, le poker, quand vous jouez au poker, il y a une notion de, il y a des mains, vous avez des différentes mains de poker qui ont différentes puissances. Vous avez les as qui sont les meilleurs, comme 7 et 2 qui sont les mains les plus spéculatives. La chose, c'est que quand tu vas jouer les as une fois, tu vas potentiellement pouvoir les perdre, les as, parce que tu as 80-20, et la question c'est 80-20, oui, c'est une très bonne probabilité. Sauf que sur un coup, tu peux être dans la mauvaise probabilité des 20. Pourtant, ta main, elle était forte au départ. D'accord? Et le principe du scalping, c'est de multiplier toutes les paires d'as. Et quand tu joues plein de fois les paires d'as, tu ne peux pas perdre à la fin. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu vois, j'expliquais, donc on n'est pas là pour parler de résultats ou de mes résultats, mais tout à l'heure, quand on parlait du modèle de risque, avec le E de X, où j'expliquais tout à l'heure le E de X, mince, c'est pas ça, hop, c'était mon paint, il est ici. Quand à un moment donné, ton E de X, donc c'est ce que tu gagnes, et que tu regardes que tous les jours, d'accord, tous les jours, c'est plus, tac, multiplié, et un jour, tu as un mois. Il y a des gens, un jour, ils vont tomber sur un live, ils vont tomber sur ce jour où je fais moins. Je donne un exemple, et ils vont voir, putain, moins 3000 le mec, il a pris. Oh, regarde, il a pris moins 3000. Regarde, et puis quand tu gagnes, j'ai regardé cette journée-là, il a pris 150. Ah, putain, le mec, il sait pas trader, regarde. Il gagne 150 et quand il perd 3000. Ah ouais, c'est sûr que si le mec, il regarde deux lives, qu'il regarde celui-là plus celui-là, il se dit, ah, le mec, c'est un branque, tu vois. Un jour, il gagne 150 et quand il perd gros. Non, en fait, il faut regarder l'histoire complète, en fait. L'histoire complète, c'est sur 60 jours de trading, tu vois, combien de fois je vais faire ça et combien de fois je vais voir ça. Et si ton modèle, il est bon, ben en fait, te casse pas la tête à te dire je gagne pas assez par rapport à ça. En fait, ça n'est qu'un modèle mathématique. Et d'abord, avant un modèle mathématique, moi, c'est quelque chose dans lequel je prends énormément de plaisir dans ce type de trading. Parce que je n'ai pas besoin d'avoir forcément raison.
C'est-à-dire que j'attends que le marché bouge dans un sens et dans un autre. Donc déjà, je ne dois pas me dire, tiens, il faut que le marché monte ou il faut que le marché baisse. Non, le scalping, c'est que le marché monte ou il baisse. Je vais trouver et je vais chercher des interventions. Donc déjà, je suis à l'aise. Et le deuxième, après, c'est à toi de te dépatouiller en fonction de la volatilité. Et l'asymétrie, c'est vraiment comme de la danse. C'est qu'à un moment donné, tu vas avoir une danse, un rythme, pardon, qui va partir sur le marché. Donc, tac, tu as une valse qui démarre. Tu dois comprendre le rythme de cette danse actuellement. Et toi, tu dois te coller à ce rythme-là. Plus tu comprends rapidement le rythme du marché, plus tu adaptes ton scalping, parce qu'il y a différentes palettes en scalping. Tu as différentes palettes, différentes agressivités. Hein, j'aime bien faire des images parce que ça parle souvent. C'est comme en foot. Hein. En foot, c'est le même jeu. Donc là, on est en trading, c'est le même jeu. Tout le monde a le même environnement. Et ben, sauf qu'après, tu as différentes strates. Tu peux mettre un 4-4-2, un 3-5-2, un jouer défensif, jouer offensif. Et pourtant, on joue au même jeu. Et pourquoi un entraîneur, il va jouer avec une stratégie défensive face à une équipe et parfois offensive face à une autre équipe? Bah, il fait en fait en fonction de la personne en face. Et le scalping, c'est pareil. En fonction du marché et de la volatilité, moi, je vais sortir ma boîte à outils, je vais sortir mon scalp agressif aujourd'hui parce que j'estime qu'aujourd'hui, le rythme, c'est de la tectonique. Tac, 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 tac. Et donc là, je vais rentrer comme ça. Et quand je vous estime et je visualise que la vol, elle est faible, c'est une valse de Vienne, tu vois. Et ben là, j'y vais avec un scalp pareil, qui va être paresseux. Donc voilà, c'est vraiment ça en fait. Et donc, toute la journée, tu vois, là, je n'ai pas vu le trade. On le remet. Donc là, le marché, par exemple, je l'avais déjà visualisé, regarde. Là, tu vois, le marché, il monte. Oui, c'était le trade de tout à l'heure, donc on va le... C'est celui-là, à un moment donné, je regarde et je visualise au carnet quand est-ce qu'il va y avoir un point de sortie, je sors. Sauf que maintenant, en ayant sorti ça, j'ai vu il y a 1 minute, et là, vous le voyez au graphique, que le marché, il est monté à 78, et que là, il est redescendu rapidement à 68. Ça veut dire quoi philosophiquement? Ça veut dire, il y a eu un acheteur qui a payé 78 à l'instant, et il y a eu un vendeur qui s'est positionné à 78 et qui l'a redescendu et qui a revendu fort. Ok? Bah tu sais quoi? Si le vendeur il revient là, eh ben je veux être dans cette main-là et jouer cette espèce de balayage. Voilà un peu ce que je vais faire toute la journée. Et forcément derrière, il y a toute une palette technique. La palette technique, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe quand ça se passe mal? Évidemment que ça, c'est beaucoup de technicité, ça s'apprend. Qu'est-ce que je fais derrière? Je fais du multi-entrée parce que j'essaie de retrouver des nouvelles zones vendeuses ou des nouvelles zones acheteuses. Tout ça, dans quel cadre? Et ça, c'est ça qui est important parce que tout à l'heure, je parlais de money management, mais il y a deux choses qui sont importantes. Il y a un, la technicité, et deux, dans quel cadre je suis. Donc le cadre, c'est mon cadre de risque. Et donc forcément, si ce que je fais, c'est pas rentable, donc je sors pas de gain, bah forcément, ça voudra dire qu'un paramètre n'a pas fonctionné. Mais à l'inverse, si je fais ça, que les gens qui me regardent, ils trouvent ça pas forcément intuitif. Parce que aujourd'hui, c'est le terme, c'est putain, c'est pas hyper intuitif. Ouais, mais c'est pas intuitif, mais ça marche. Donc en fait, la question, ça va pas être de faire quelque chose que tu vas forcément trouver logique. C'est quelque chose que finalement fonctionne. Et vous allez voir que les marchés fonctionnent principalement et le plus souvent en ce qu'on appelle en scalp, c'est-à-dire en balayage. Il y a 5% du temps où les marchés vont être directionnels. Ça, c'est les marchés qui me tuent, moi. C'est les marchés les plus compliqués techniquement parce que c'est des mouvements qui vont se faire sans volatilité. C'est ce qu'on appelle un peu, c'est le cash qui va tirer le fut. Et les mouvements vont être des mouvements qui vont être durs et vous allez me voir parfois me faire accrocher dans les mouvements de tendance. Ok, sauf que moi je me dis, combien de fois dans le mois, il y a des mouvements de tendance? Ok, il y en a 2, il y en a 3. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 19 jours où les mouvements sont en volatilité. Et donc, c'est 19 jours qui sont propices pour le scalping. Et maintenant, c'est à moi, quand j'enseigne ou que je le fais, c'est à moi à sortir la technicité de ces 3 jours-là, de comprendre comment essayer de m'en sortir du mieux possible. Et ce que j'explique, et c'est ça un petit peu la chose où je voulais un petit peu après, pas conclure, mais le scalping, c'est de la gestion de position perdante. Alors que le swing, c'est de la gestion de position gagnante.
Quand vous êtes dans un swing, dans un bon swing, et ben là, ça va être une torture un petit peu. Ok. Parce que en fait, le marché, tu vas viser 100 points. Il va bloquer à 30. Il va redescendre à 10. Ah, là, tu reviens à 30. Là, tu dis, putain, ça remonte à 50, ça redescend à 10. Là, c'est une souffrance. Et en fait, tu vas te rendre compte que tu souffres beaucoup plus dans un trade gagnant que dans un trade perdant. Et deuxième chose, tu es beaucoup plus courageux dans un trade perdant que dans un trade gagnant. Et ça, c'est psychologique. Et bien maintenant, le scalping, ça répond totalement à ça. Comme nous avons des petits gains, mais en fait, on n'a pas l'aspect psychologique qui rentre dans le petit gain, parce que c'est quelque chose qui rentre, de manière récurrente, régulière, sur lequel on ne va pas commencer à souffrir parce que les gains arrivent rapidement. 2, dans la perte, on va monter et on va avoir du latent souvent qui va être important, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, naturellement, on est beaucoup plus courageux dans la perte. Donc en fait, c'est vachement en adéquation par rapport aux contraintes psychologiques humaines. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes donc, qui font d'abord du swing, parce que c'est la chose la plus répandue, que vous trouvez le plus sur Internet. Il y a des bouquins comme ça d'analyse graphique donc, qui s'adossent très bien au swing. Et en fait, au départ, c'est pas les gens qui font du swing, c'est pas des blaireaux. C'est pas de dire, tiens, ils ont un modèle. Tout à l'heure, tu sais, quand je reprenais le modèle ici avec le E2X, au départ, on n'a pas que des mecs qui savent pas faire une équation. Et donc, quand on faisait le E2X, ils ont un E2X qui vont être comme ça, tu vois, en fonction de leur RR. Si j'ai 3 trades perdants, un trade gagnant, dès que j'ai un RR supérieur à 4, je sais pas, 5, machin, ok, c'est supérieur à 0. Donc, quelqu'un qui va faire du swing, il va avoir cette équation, il va se dire, ah, ok, cool, c'est logique en fait. Et pourquoi à la fin, le mec, il a ce modèle, il a celui-là, il l'applique, et que c'est négatif. Il se dit, putain, où est-ce que, hein, dans le potage, la boule, elle apparaît à quel moment, tu vois? Souvent, elle apparaît sur le plus. Elle apparaît souvent sur le plus. C'est-à-dire que quand tu vises un truc où tu te dis, bon, allez, je perds 20 points et que celui-là, il faut que je vise 100, tu vas te rendre compte que quand le marché va monter à 50, qui va bloquer, tout ça, là, que c'est une souffrance. Tu vas te dire quoi, toi? Vas-y, tu sais quoi? Je prends 50, c'est pas mal les 50. On raisonne un bon père de famille. Et là, t'es marron. Parce que là, d'un seul coup, t'as capé ton gain, t'as pris 50, sauf que quand t'as les pommes, tu les prends à moins 20. Moins 20, moins 20. Et là, t'es inférieur à 0. Et donc, ce que je trouve, c'est que les contraintes psychologiques sont beaucoup plus compliquées à mettre en application sur la partie swing que sur la partie scalp. Donc ça, c'est un avis qui m'est personnel. Alors après, il y en a qui vont dire, tiens, le scalp, j'ai vu passer quelque chose, c'est un peu pour les experts. Ouais, moi, quand je lis un carnet ou que j'apprends à lire les carnets, forcément, je t'apprends à regarder ça. Et donc, il faut forcément, de toute façon, un truc où tu vas gagner de l'argent, 1000, 2000, 3000, 10 000 par mois, ça ne s'apprend pas dans une pochette surprise. Ça s'apprend vraiment. Et il faut apprendre ton œil. C'est comme un sport de haut niveau. Tu veux te lancer dans l'athlétisme. Avant de tomber sous les 12 secondes de 100 mètres, tu vas te faire des tours de piste, des tours de piste, des tours de piste. À la fin, est-ce que tu es expert? Non, c'est qu'à un moment donné, tu as été d'accord de t'entraîner et ensuite pour améliorer ta performance. Là, le concept, c'est pareil. C'est qu'à un moment donné, tu vas devoir apprendre à lire les carnets. Et ensuite, ton œil va se faire au fur et à mesure. Et de par la récurrence des choses, va voir de plus en plus de choses. Tu adosses ça à ton money management, qui au départ, je vous explique, il est un peu contre-intuitif. Mais en fait, il n'y a que les résultats. Pour moi, je vous le dis, les amis. Pour moi, il n'y a qu'une chose qui prévaut en trading. C'est les résultats. Point. Il y a quelqu'un qui va pouvoir me parler d'avoir pris le trade de l'année. Tu as pris peut-être le trade de l'année et que tu as mis un retourné acrobatique des 40 mètres, félicitations. Moi, je regarde le nombre de buts que tu as mis à la fin de la saison. Si tu en as mis un et que tu n'as mis que ça et que tu es toujours remplaçant, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est Inzaghi. Pour moi, le meilleur, c'est Inzaghi. Inzaghi mettait 30 pions par an. Il mettait des buts moches, mais à la fin, il mettait toujours ses 30 pions. Et en trading, pour moi, il n'y a que le résultat qui compte. Alors après, forcément, en trading, vous avez derrière également la notion de plaisir. Et moi, ce que je fais, c'est un kiff énorme. C'est ça qui me plaît. Quand vous me regardez sur les lives, il n'y a pas une fois où je suis tendu. Et voilà, ça rigole. Pourquoi? Parce que je connais tellement ces mouvements-là, cette lecture du carnet, et je connais tellement mon modèle de risque qu'il y a un jour, je me souviens, c'était il y a 1 mois et demi, j'ai sauté des comptes en direct. Bon, ça saute. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, ça arrive. Entre-temps, on sait très bien, on connaît mes résultats. Mais ce jour-là, pim, c'est le jour où ça saute. Et je reçois plein de messages de gens qui me disent « Ah, je suis désolé, t'as sauté tes comptes, tout ça. » Je rigolais. Je disais « Mais ils ont pas compris. Je m'en fous quand ça saute. Ça fait partie du modèle. »
Et en fait, en trading, il faut vraiment être décorrélé, ce côté perte, tout ça. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup de ça. Il faut être aujourd'hui, en plus, avec l'avantage des profs firmes, on ne traite pas son cash. Donc on peut être encore plus décorrélé de l'argent parce qu'en fait, c'est pas notre gros capital qu'on perd quand on a tort en fait. Donc en fait, il y a tout ça aujourd'hui. Il y a un alignement des planètes pour tous les traders, d'accord, pour réussir. Donc en fait, aujourd'hui, il faut prendre le trading comme une activité, comme un kiff, comme une passion. Forcément, si quelque chose sur lequel tu es passionné, tu vas vouloir quoi, toi, si tu es passionné? Aller à la performance. Et donc, aller à la performance, c'est que tu vas essayer de regarder ce qui se fait sur le marché et te dire, bah toi, si tu es en train de trader et que tu fais quelque chose qui ne fonctionne pas ou sur laquelle tu n'as pas de perf, bah peut-être t'ouvrir à un autre champ, à quelque chose que tu ne connais pas forcément. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le carnet. Mais à un moment donné, si tu te rends compte que peut-être qu'il te manque quelque chose et qu'il y a un outil qui est là, voilà, qui est là, autant essayer de l'utiliser. Moi, je connais beaucoup de gens qui l'utilisent et qui ça a changé totalement leur trading. Et je vais vous expliquer, par exemple, ici, vous savez que San Zelos, on a une partie de swing. Pierre, il fait du swing. Il utilise aujourd'hui, il a intégré le carnet dans son swing. Donc, il fait pas de scalp, tout ça, mais en fait, il affine sous ses points d'entrée et ses points de sortie avec le carnet d'ordre. Ça vous permet vraiment, à l'instant, de voir un petit pouls du marché. Donc, en fait, on n'est pas en contradiction. C'est-à-dire que je trouve que cet outil, tout le monde devrait l'utiliser de façon à que vous soyez après en swing, en scalp, comme vous voulez. Mais pour moi, c'est une énorme valeur ajoutée pour voir à l'instant les choses qui sont en train de se passer. Une petite question technique qui peut avoir son importance. Toi, dans le carnet d'ordre, est-ce que tu vas accorder de l'importance à un niveau où il y a la case un peu plus remplie, on va dire? Alors non, plus d'épaisseur. 0, 0, 0, 0, parce qu'en fait, dans un carnet, ici, tu peux avoir 25 contrats, quelqu'un peut en mettre 150, les enlever, mettre, les enlever. Et donc en fait, avant, à un moment donné, la chambre, elle voulait qu'il se passe que n'importe quelle personne qui met un lot dans le carnet, s'il décide de l'enlever, qu'il paye une commission. Donc en fait, ça aurait évité que les mecs puissent mettre des lots, les enlever, les mettre, les enlever. Bon, après, à grosse échelle, ça s'appelle du spoofing, mais même voilà. Bon, ils l'ont pas mis en application. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, tu ne peux lire un carnet, ça ne se lit qu'en notion de dynamique de marché, pas en statique. Quelqu'un qui va dire ah, il y a des gros ordres là, c'est pas du tout comme ça que ça se lit un carnet. Ça veut absolument rien dire. Là, le carnet se voit dans une notion de mouvement, ok. Et quelqu'un il y en a qui vont trader par exemple par rapport au volume. Mais quand tu vas avoir ces données-là, le volume qui est mis là en face des cases, bah tiens, il y a un énorme volume à 80. Tout le monde là a cette donnée. Tout le monde a cette data. Qu'est-ce qui va te donner, toi, un avantage comparatif par rapport à tout le monde, vu que tout le monde voit ça? Et en fait, quelque chose qui se passe à l'instant, là oui. Parce qu'en fait, tu vas avoir un avantage comparatif et de rapidité par rapport à un statut, à des postulats où il y a des gros chiffres, où il y a du gros volume. Ah tiens, il y a un gros volume, bah, je me mets avant le gros volume parce que si ça vient... Tout le monde là, ces data. Il faut essayer de se dire qu'est-ce que on a et que les autres n'ont pas pour ou être plus pertinent, ou être plus vif, ou être plus rapide. Tu vois, là par exemple, ici sur le carnet, attends, j'essaie d'avancer un peu à une... Ok, là. Regarde ce qui se passe ici. Regarde juste la logique. Je vais juste te dire la logique philosophique. Le marché ici... Donc, je vais sortir de ce trade. Hop. Je rentre 78. Le marché, il est en train de monter. Regarde là. D'accord? Il est en train de monter et il s'est arrêté à 86 pour redescendre d'un coup. Comment tu le vois? Imagine, tu ne le vois pas au carnet. Moi, je vais le voir au carnet. Mais imagine, tu ne le vois pas au carnet. Le graphique est la résultante, hein, donc la conséquence de ce qui se passe au carnet. Ce qui se passe au graphique, c'est parce que ça s'est passé dans le carnet que ça se produit dans le graphique. Ok. Donc, je ne l'ai pas vu au carnet. Mais ici, regarde. Si tu vois cette mèche en 5 minutes, là, et tu vois ce mouvement qui est monté à 86-87 pour redescendre en l'espace de moins de 20 secondes, valoir 77. Ok? Si je te pose une question, que je te mets un barillet sur le crâne, et que je te dis, imagine le marché revient à 87. Tu préfères quoi? Tu es obligé de choisir. Tu préfères être acheteur ou vendeur à 87? Vendeur. Vendeur.
Pourquoi tu vas vouloir être vendeur? Parce que juste avant, il y a eu une attaque vendeuse. D'accord. Tu vois, en fait, en fait, j'essaie d'aller, tu vois, moi dans mes réflexions et dans mon trading, j'essaie d'y aller de manière le plus pure possible. Le plus pur, c'est pas là tout ce que tu viens de me dire, à savoir, ah oui, mais il peut se passer, mais si, à ça. Là, c'est à 87, je viens de voir un vendeur. Si ça revient à 87, c'est beaucoup plus logique d'être vendeur parce qu'il y a eu un vendeur. Donc en fait, tu vois, j'essaie de perdre le moins de temps possible dans différentes interprétations. J'essaie d'en avoir. Effectivement, il y a eu un barrage à 87, 86, c'est ça, tu m'avais dit. Il y a eu un barrage, donc il est possible que ce barrage soit pas transpercé d'un seul coup. Donc, je suis vendeur. Ok, voilà. Donc en fait, là par exemple, ici, c'est plus logique d'être vendeur. Très bien. Bah, si le marché revient à 86, je vais essayer d'estimer au carnet si c'est effectivement, donc, regarde ce qui va se passer. Souvent ce qui se passe. Et tu vas voir au carnet. Donc là, j'ai cette estimation. Je me dis, ah, ok, je me mets à 86,50 parce que j'ai cette interprétation. Donc j'attends que le marché vienne me rechercher à 86,50 parce que j'ai vu au carnet que tout à l'heure, ça a revendu potentiellement violemment. Donc là, j'estime par exemple, et tout à l'heure, je reprends les mains comme au poker, que c'est un as-valet. Ok. Est-ce que ça se réplique? Oui. Ok. Maintenant, je vais estimer au carnet mon point de sortie aussi. Donc je vais estimer quand est-ce que le marché, hop, il a redescendu, il bloque. Et là, tu as fait ton scalp en fait. Donc en fait, là, tu vois, il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a que du mouvement, de la réaction de marché en fait qui se passe. Et donc, en faisant plein de fois ça et en le visualisant plusieurs fois au carnet, bah en fait, tu vas te faire 5 points, des 5 points et des 5 points. Tu vois? Donc en fait, regarde, là je dois te voir un truc dans ton chat, tu vois, c'est toujours les trucs. Les mecs qui sont... tu vois, je viens de voir technique DCA jusqu'à la mort, ça peut passer en propre firme, j'aimerais bien voir en compte propre les résultats. 1, je suis pas là pour montrer les résultats en compte propre, mais 2, là-dessus, moi je gère des comptes clients et je le fais exactement de la même manière. Parce que ça, le DCA c'est une technique, et puis derrière tu dois adosser évidemment un modèle de risque. Oui, ce voilà. qu'on fait là, ici. Ce que tu fais sur les comptes propres, tu vas pas faire la même chose sur le. Tu vas pas faire la même chose. Tu vas faire, mais tu vas adapter ton modèle de risque. Regarde, exactement. Ici, regarde. Ici, sur les comptes à 153 000, d'accord, tu mets un stop à 3 000. Donc là, j'explique que j'ai un stop à 3 000. 3 000 adossé à 152 000, c'est quoi? Bah en fait, c'est un équivalent, c'est quoi? C'est 2% de risque en fait. D'accord? Donc en fait, l'équivalent, ici, je prends un risque de 2%. Toi, sur un compte propre, tu vas déterminer quoi? Est-ce que tu veux prendre un risque de 1%, de 2%, de 0,5%? Et en fonction de ça, bah, ça va déterminer ton risque et après ton clip size dans lequel tu vas trader. Donc les gens qui disent ah prop firme c'est du trading, c'est juste que tu as la possibilité parfois de prendre plus de risques, mais tu as aussi, si tu veux, la possibilité de prendre moins de risques. Les gens qui vont regarder là tous ces lives où je clique avec un micro et je fais des trades avec 3000 de stop, c'est quelque chose qui est vachement en adéquation par rapport à du trading en compte propre parce que tu prends un risque sur 2% du capital. Donc en fait, c'est la même chose. C'est les gens qui comprennent pas que on fait. T'as dit avant de déjà en fait, il y a quelqu'un qui dit en fait déjà si tu gagnes pas en propre firme, tu gagneras pas en compte réel. Déjà, ça commence par là. Donc déjà, il faut déjà montrer ça et ensuite parler des résultats que tu vas faire potentiellement. Moi, l'idée dans laquelle c'est que moi, je suis là pour parler de technicité et je suis là pour quelqu'un qui veut essayer de comprendre ce que c'est le carnet. Je suis pas là pour me comparer la teub avec quelqu'un, tu vois. Parce que moi, je suis juste en train de parler de technicité. Et que s'il y a des gens qui veulent à un moment donné se dire ah, le carnet, je comprends pas, je connaissais pas, et ben en fait, c'est un outil qui va t'amener une valeur ajoutée. Derrière, on n'est pas pour parler de moi, on est pour parler de carnet d'ordre, tu vois. Et les gens qui derrière vont oser prendre la souris, cliquer devant les gens, c'est les gens qui vont être assez à l'aise et assez sûrs de leur stratégie, tu vois. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est que il y aura toujours aujourd'hui, tu sais, non mais quand tu t'exposes, oui, bah tu sais, tu auras toujours. J'en fais les frais aussi en ce moment. Hein. Ah ouais, l'exposition. Les casse-couilles, ça, il y en aura tout le temps. Enfin, les casse-couilles, je dis pas que les casse-couilles, mais après, il y a des gens, tu sais, après, il y en a qui connaissent pas, qui ont pas l'historique et qui se posent des questions parce qu'ils viennent d'arriver. Peut-être ils connaissent pas aussi. Il y a ça, toi. Et ouais, non mais tu sais, c'est un truc un peu où tu vas dans des pays comme aux États-Unis, tu vas aller dans les pays un peu anglo-saxons. Quand tu as quelqu'un qui va te montrer une certaine valeur, tu vas vouloir un petit peu comme une éponge prendre cette valeur pour te le mettre à toi, tu vois. Et après, tu vas avoir des mecs qui vont, eux,
être des aigris et qui vont toujours vouloir un peu essayer de tirer sur les choses où tu peux pas tirer, tu vois. Et donc je trouve ça dommage donc d'être dans cet esprit un peu français au départ. Moi attention, je suis catchou patriote, donc mais avoir cet esprit où il faut s'ouvrir un peu les trucs, d'arrêter d'être dans la critique. Parce que la critique positive, elle est bien, mais la critique négative, elle ne fait pas avancer les gens. Et d'essayer de se dire, ici, on est dans quoi ici? Ton forum, il s'appelle Trader Prop Firm. Donc là, moi, je suis en train de montrer comment une technicité peut vous permettre d'aller beaucoup plus loin sur vos payouts avec les prop firms. Tout ensuite, les autres débats personnels, tout ça, je laisse de côté, ils servent strictement à rien. Voilà, juste pour dire, juste parler de ça, parce que c'est dommage d'écouter des gens qui finalement n'apportent aucune valeur. Donc voilà, juste pour parler de ça, le point qui va être important, c'est que en scalping, tu vois, ce trade-là qu'on va prendre, où on va prendre 5 points, si je le fais 15 fois, j'envoie 15 fois dans la journée, tu vas faire 15 fois 5, donc tu vas te faire 75 points. Imagine en swing de te faire des moves de 75 points. C'est pas aussi facile que ça. Alors que tu verras qu'en scalping, quand tu as bien conditionné ta journée avec de la vol, en fait, c'est des choses qui en 1 heure, tu peux les faire largement. Donc voilà un petit peu sur la question du 1. Tout à l'heure, je voulais expliquer un peu ce que c'est le scalping par rapport au swing et que je pense, moi, qu'il est plus facile, non pas techniquement, mais qu'il est plus facile psychologiquement à mettre en application. Et qu'ensuite, que je trouve que quand tu vas ensuite faire du scalp ou du swing, l'outil carnet d'ordre va effectivement t'amener vraiment de la valeur pour quoi affiner tes points d'entrée et affiner tes points de sortie par rapport aux essoufflements. Tu sais, moi, souvent, je compare le carnet au corps humain et les mouvements au pouls de ton cœur, tu vois. Et en fait, tu es vraiment dans le pouls, tu es vraiment le sang qui circule, le pouls du marché. Et tu as vraiment une notion t'as un lien de causalité entre le carnet et le graphique. Ce qui se passe au carnet, tac, se retranscrit avec la bougie, en fait. Donc, tu es vraiment, pour moi, à l'instant court terme sur le carnet. Par rapport à juste l'outil graphique où je pense qu'il te manque, pour moi il manquerait des éléments. Tu n'avais pas cet élément-là. Non, c'est cool en tout cas. Ouais. T'as bien... Là, les gens ont apprécié, voilà, et beaucoup de retours positifs, donc c'est cool.